Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ok, les congés illimités, c'est déjà un sujet clivant. Ça en fait rêver certains et grincer les dents à beaucoup d'autres. Mais chez Wallaxy, c'est juste un point parmi une vingtaine d'autres qui composent une culture d'entreprise basée sur le bien-être et la performance. C'est la conséquence d'une réflexion profonde et d'itération permanente. Donc que vous vouliez mettre en place ou non les congés illimités, je vous conseille cet épisode pour prendre conscience du type de culture d'entreprise dans laquelle ce genre de mesure fonctionne. L'invité du jour, c'est Toinon Georget, cofondateur et CEO de Wallaxy, une startup de presque 50 salariés qui fait beaucoup de bruit sur LinkedIn, mais pas que. Ça fait 3 ans qu'ils ont construit leur culture, 2 ans de congés illimités, et ils nous partagent en toute franchise son retour d'expérience chiffré. Accrochez-vous, cet épisode secoue très très fort les croyances établies. Salut Toinon, bienvenue à toi. Salut Mathieu, merci de m'accueillir. Trop content de t'accueillir sur Work in Progress. À la base, tu le sais, je voulais basculer directement sur le sujet des congés illimités, un sujet très marketing. Je sais que ça a été mis en place il y a 2 ans chez Wallaxy. Et puis en échangeant ensemble, je me suis rendu compte que c'était un élément parmi une vingtaine, voire une trentaine, je crois, qui composent votre culture d'entreprise. Wallaxy a une culture super forte qui fait d'ailleurs grincer des dents. J'ai regardé quelques petits commentaires sur tes posts LinkedIn parce que la culture startup, c'est souvent associé à du bullshit et à des clichés. Mais vous prouvez un petit peu le contraire avec une insolence que je trouve géniale surtout et aussi une grande profondeur de réflexion. Et donc, je tiens à préciser que vous êtes une startup, mais on parle pas d'une équipe de 5. Hein. Vous êtes une quarantaine, tu me l'as dit à l'instant, en pleine croissance. Donc, en plus, ça bouge avec des locaux. Et l'idée, du coup, si tu es d'accord, ce serait de faire un petit point d'étape sur la construction de la culture d'entreprise Wallaxy 3 ans après sa mise en place, je crois. Puis faire un focus sur les vacances illimitées pour se faire une idée ultra concrète de ce que c'est qu'une culture forte, au-delà des chiffres et des paillettes, pour de vrai, sans bullshit. Est-ce que tu es d'accord? Ça marche, trop cool, trop bon programme. Trop cool. Je vais te laisser te présenter d'abord, toi, non? Ouais, je suis Toinon, CEO de Wallaxy. Alors Wapi, en fait la boîte s'appelle Wapi, mais notre produit principal s'appelle Wallaxy. On est une startup basée à Montpellier, d'une quarantaine de personnes un peu dingo. Et on fait un outil de prospection automatisé sur LinkedIn, donc qui permet à nos clients, via un logiciel, d'envoyer automatiquement des invitations et des messages à des prospects ou en fait à n'importe quelle personne qui qui voudrait contacter sur LinkedIn. Ok, et ça a combien de temps, Wapi et donc Wallaxy? On a lancé la boîte il y a à peu près 4 ans. Et en fait, on était sur une autre activité, donc on était dans le tourisme, donc rien à voir. Et à un moment, on a eu besoin de développer un outil de prospection pour nous, pour notre usage interne. Et il s'est trouvé que ça intéressait pas mal de monde, donc on a complètement pivoté. Et on a lancé Prospecting en septembre 2019, qui est devenu ensuite Wallaxy. Ok, c'est super intéressant. Je savais pas du tout que c'était parti d'un que c'était parti d'un side project ou d'un besoin interne d'une boîte qui avait rien à voir. Je voulais entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler de culture d'entreprise. Mais je me demandais du coup, la culture d'entreprise chez Wallaxy, c'est quoi pour toi et pourquoi vous l'avez mise en place? Ouais. D'un point de vue très factuel dans comment on la définit aujourd'hui, qui est plutôt un travail qui est fait a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire que on a défini notre culture à partir de ce qu'elle était et pas on a défini la culture et elle est devenue ce qu'on voulait qu'elle soit, même si c'est un processus itératif. Aujourd'hui, on l'a défini sur 2 piliers qu'on appelle le bien-être et la performance. Donc l'idée, c'est de revenir un petit peu sur le monde du travail traditionnel qui met en opposition euh, comment les salariés... en fait, ça va à l'encontre de la dualité qu'il y a dans le monde traditionnel du travail, qui est le salarié optimise, en gros, le salarié est flemmard, il optimise au maximum son temps de travail pour en faire le moins possible. Et l'employeur, lui, son rôle, c'est de tirer un maximum de valeur des employés, et ce, en contrôlant au maximum ce qu'ils font. Et nous, on pense que c'est l'inverse pour 2 raisons. Déjà, on pense que dans un monde et dans un métier qui est vraiment le nôtre, notre efficience et la performance de la boîte, elle est liée à la capacité des talents à trouver des solutions originales à des problèmes.
Et on pense que le processus de créativité associé, il nécessite que les gens soient bien et soient dans un environnement qui soit favorable à la créativité. Donc, c'est un des principes qui fait qu'on mise beaucoup sur le bien-être et qu'on associe bien-être et performance. Et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'en fait, nous, en tant que fondateurs, on avait envie de faire une boîte dans laquelle on avait envie de bosser et dans laquelle on se serait vu bosser. Donc ça, c'est un peu un moteur. Et en particulier, il y a un côté flemme, mais moi, tous les matins, me lever en disant que je vais aller fliquer les gens qui travaillent pour moi, je trouve ça horrible. Et je me dis que c'est une énergie que je suis pas du tout prêt à dépenser. Donc c'est aussi un côté flemme de pas chercher en fait à contrôler et d'avoir un environnement qui soit le plus souple possible pour les talents. Euh, Ouais, carrément. Ça, c'est comment elle Est-ce se qu'il y a... définit. Ouais, vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Je me demandais s'il y avait un objectif, si vous aviez un objectif derrière, au-delà de bah, déjà l'objectif le plus noble qui est créer un environnement dans lequel tu voudrais être. Est-ce qu'il y a des objectifs business, des objectifs RH? Alors nous dans notre culture, justement, on fonctionne pas vraiment par objectif, que ce soit personnellement ou pour les équipes. On n'a pas d'OKR, ce genre de choses. On est plutôt dans ce que moi j'appelle le lead with context, not control. Donc on est vraiment dans l'idée de donner du contexte aux équipes pour qu'elles soient capables de prendre les bonnes décisions par elles-mêmes. Et donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'objectif. Euh, et du coup, la culture, elle s'est faite de manière assez organique par les talents qu'on est allé chercher et par le profil aussi des fondateurs, où nous, on incarne la culture et on a fait une boîte qui ressemble à comment on existe. Ok. Et, Excuse-moi, je suis pas allé au bout de la réponse, mais du coup, d'un point de vue objectif business, oui, on est une entité, on est une startup, donc on a un objectif de croissance. Euh, Moi, personnellement, je pense que dans une startup, il y a beaucoup de problèmes par définition. Tu es dans une notion de croissance, donc tu es dans le chaos, en fait, t'es dans une forme de chaos permanent. Et donc, le contrôle n'est pas, pas viable dans un environnement de chaos. Tu as besoin d'avoir de la résilience, tu as besoin d'avoir de la souplesse. Et cette souplesse, cette résilience, elle vient par une culture forte et par une équipe qui a de la liberté et qui peut agir sans avoir des systèmes de décision qui soient lourds. Et tu as besoin, dans cette notion d'efficience et de vélocité, que chacun puisse prendre des décisions rapides, puisse tester des choses, en sachant que l'erreur ne sera pas stigmatisée et qu'il y a un minimum en fait de points de friction dans les prises de décision. ouais. Ok, ouais, je comprends. Bah là, du coup, ça m'amène tu as parlé notamment de mécanique de prise de décision, du fait d'avoir droit de se tromper. Je me posais la question, du coup, votre culture, même si elle évolue en permanence, comment elle se concrétise dans le réel? Est-ce qu'elle repose sur des valeurs? Est-ce qu'il y a des avantages concrets? Est-ce qu'il y a des supports même qui sont en place? Ouais. En fait, donc nous, on a défini les deux piliers qui sont bien-être et performance et qui se découpent en 6 valeurs qui vont être la bienveillance. Donc l'idée, c'est j'agis avec de bonnes intentions. La notion de liberté, donc qui va avec tout ce qui est autonomie, faire en sorte que chacun est vraiment libre d'agir un peu comme il le souhaite, même s'il y a toujours des contraintes business. En tout cas, je te donnerai ensuite des exemples peut-être sur comment concrètement ça se matérialise. Euh, la notion d'honnêteté qui est hyper importante pour nous. Tu dois être capable de dire les choses, honnêteté, franchise, dire les choses aux autres, faire du feedback, assumer tes erreurs. Avec ça, la notion qu'on appelle d'ownership, qui n'a pas vraiment de traduction en français, et qui est, que moi je traduis par une phrase qui est j'ai le pouvoir de maximiser la valeur que j'apporte. C'est-à-dire chacun a individuellement le pouvoir de maximiser la valeur qu'il apporte à la boîte et aux autres. Et donc, c'est un peu de ton devoir de le faire et c'est ça qu'on appelle l'ownership. Et ça veut dire quand il y a quelque chose qui n'est pas de ton ressort, mais tu t'en rends compte, ou qu'il y a un truc que quelqu'un d'autre n'a pas fait, c'est pas à toi de le faire, bah, tu le fais quand même. Et tu vas aller au bout des sujets qui sont les tiens. Et c'est pas parce qu'on t'a pas demandé de le faire que tu dois pas le faire. Donc tu dois à chaque fois réévaluer où tu apportes de la valeur et est-ce que ce que tu es en train de faire, ça a du sens ou pas. Et du coup, associé à ça, si ça n'a pas de sens, être capable de rechallenger ta propre to-do pour te demander ce que tu es en train de faire et est-ce que tu utilises bien ton propre temps. Et ensuite, dans les deux dernières valeurs, excuse-moi, on a la notion d'insolence, qui est moi ma valeur préférée, et qui en fait mixe la notion de fun et de rebelle. Au début, on avait mis fun et on s'est rendu compte que nous, c'était vraiment l'insolence, c'est-à-dire vraiment faire des choses originales sans se poser la question des fois des conséquences, avec un peu une remise en question de l'autorité, un peu systématique, ou en tout cas une remise en question des normes et des codes et si on a envie de faire une piscine à boules dans notre bureau ou un hammam, bah en fait, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Donc pourquoi on le ferait pas en fait, à part des codes et des normes sociales. Et donc ça, c'est vraiment ma valeur préférée. Et Et la vous avez dernière, réellement une piscine à boules, hein, je crois, hein.
On a réellement une piscine à boules et on a réellement un hammam. Ah, Et on vous a avez même réellement un installé hammam aussi? récemment, on a même installé un petit bain de cryothérapie pour prendre des bains glacés. Ah, énorme, comme les sportifs après les gros C'est matchs. ça. Parce qu'on a une salle de sport, du coup, on a pas mal de sportifs. Et donc, on fait salle de séance de sport et après, et après bain glacé. Et, Waouh, c'est trop bien. et la dernière valeur, je ne les ai pas forcément donné dans leur ordre logique, mais la dernière valeur, c'est l'exécution. On passe peu de temps à réfléchir et à prendre des décisions et à se demander si c'est les bonnes décisions. Et on est très très focalisé sur l'exécution. Même nous, en tant que fondateur, on passe beaucoup de temps, les mains dans le cambouis, à faire des choses. Et là, tu vois, on commence tout juste à être au stade où on a quasiment plus de rôle opérationnel, mais c'est vraiment le début. Et jusqu'à encore quelques semaines, on passait 50% de notre temps de la journée à juste faire des choses sur le PC, aller tester le produit, faire des specs fonctionnels, même des fois aller faire du support nous-mêmes, ce genre de choses, et aller aux endroits où il y avait besoin d'exécuter. Et la culture est vraiment basée autour de on met en exécution, on met en action, on passe peu de temps à réfléchir, peu de temps à se réunir pour décider, et on essaie d'aller vite, et les chiffres et les données nous montreront si on s'est planté ou pas. Ouais, ok, ok, ok. Merci en tout cas pour la déclinaison des valeurs. C'est toujours un exercice hyper dur à faire au sein d'une entreprise et surtout à, à mettre en place dans la réalité. Toi, tu as des exemples de comment, par exemple, tu mets en place la bienveillance ou l'insolence dans la réalité, c'est-à-dire que ça reste pas sur des slides. Parce que moi, j'ai toujours, enfin, je sais pas comment vous faites chez vous, mais j'ai toujours trouvé ça un peu, parfois un peu hypocrite, tu sais, les valeurs inscrites sur les murs. J'ai été dans des grands groupes où je me disais, en fait, s'il y a besoin de les inscrire sur les murs, c'est qu'elles sont pas ancrées, quoi. Mais, et en même temps, c'est super dur à traduire ça en action réelle. C'est ça. En fait, nous, les valeurs sur les murs, déjà, elles sont pas sur les murs. Et ça fait très peu de temps qu'on les a vraiment matérialisées, qu'on a vraiment mis des mots dessus. Donc, c'est vraiment, comme je te disais, on est parti de la culture et on l'a défini, on lui a mis des termes. Et c'est pas des termes qui sont devenus la culture. Donc, c'est des choses qui sont assez organiques et on a essayé de mettre des mots dessus et que ça représente le plus possible la réalité. Et tu soulignes un point qui est assez intéressant, c'est que c'est assez difficile souvent de parler de sa culture parce que dès que tu mets des mots dessus, ça a l'air bullshit. Et dans le travail que je fais, et on a pas mal de problématiques de recrutement parce qu'on recrute pas mal et qu'on est à Montpellier, donc c'est assez difficile d'attirer des talents qualifiés de l'écosystème startup en dehors de l'écosystème parisien. Donc on a dans les raisons d'avoir une culture forte, c'est aussi un sujet, c'est d'arriver à avoir une marque employeur qui soit forte et d'attirer des talents. Et en fait, c'est toujours difficile de parler de ta culture et de mettre en avant tes valeurs parce que ça a tout de suite l'air bullshit et même des choses très concrètes dont on va parler, qui sont les congés limités, on a parlé de la piscine à boules, du hammam, on peut parler de toutes les politiques de qualité de vie au travail qu'on a. C'est qu'une petite partie de la culture, et la culture, c'est quelque chose qui se vit, tu vois. Tu rentres dans nos bureaux, tu restes une demi-journée chez nous, tu vois ce qui se passe, c'est une ambiance, c'est des émotions, c'est des gens qui éclatent de rire à différents moments du bureau, c'est des sons qui sont joués à chaque bruit de paiement, et on rigole. Il y a vraiment une ambiance et un univers. Et ça, c'est très très dur à traduire publiquement et avec des mots, parce que c'est une expérience que tu vis. Et Ouais. c'est ça, difficile de mettre exactement des mots sur une culture. Nous, c'est un travail qu'on a fait a posteriori et qui a pris pas mal de temps. Le processus qu'on a utilisé, c'est d'aller demander aux talents eux-mêmes comment ils définissaient la culture, quelles étaient les valeurs qu'ils voyaient, euh, comment elles se matérialisaient pour eux, avec des exemples concrets de la vie ou de la vie, de leur vie au Mhm. travail, et comment voilà, ils mettaient des phrases sur des valeurs qu'ils avaient identifiées. Et à partir de là, et de nous, notre vision de ce qu'on avait sur notre culture, on l'a posé à plat en une slide que je t'ai partagée, qu'on pourra partager si besoin en description. La slide est publique sur ce qu'on a défini étant nos piliers et nos valeurs, et comment elles s'expriment avec des exemples concrets dans la vie quotidienne. Ok. Ouais, si on récapitule, quand tu dis qu'elle s'est construite de manière organique, c'est-à-dire que vous avez fait, au fil du temps, vous avez posé les mots dessus en partant de ce qui existait déjà. Mais ça, du coup, vous l'avez fait en plusieurs sessions ou c'est vraiment une fois, un jour, vous vous êtes motivé et en une journée, vous avez posé les slides. Juste pour comprendre, Ouais, pour quelqu'un qui voudrait le faire dans sa boîte, c'est quelque chose qui prend du temps, non, quand même? on l'a fait en deux phases. On l'a fait une première phase quand on a fait notre première vague de recrutement. On a un peu demandé quelles étaient les valeurs. Mais c'était un travail qui était très léger, superficiel, dans lequel on a sorti 5 valeurs. C'était pour notre Welcome to the Jungle. Il n'y avait pas vraiment de travail de profondeur qui était fait dessus. Et là, plus récemment, on a réalisé que la boîte, elle grandissait et que il y avait des gens qui pouvaient
pouvaient percevoir la culture d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Et donc, on voulait s'assurer que tout le monde était bien aligné sur ce que nous, on définissait comme la culture et ce que la majorité des gens définissaient comme la culture. Et donc, on a senti que c'était nécessaire de le poser dans un doc qu'ensuite on a présenté à l'équipe, sur lequel on a itéré et qu'on a présenté à l'équipe, comme étant un petit peu, selon nous, voilà comment les valeurs, elles se matérialisent, comment vous nous avez dit que les valeurs, elles se matérialisaient, histoire que tout le monde soit aligné sur à quoi ressemble la culture et qu'on puisse aussi plus facilement utiliser ces valeurs qui sont quand même des filtres dans notre processus de recrutement. On va peut-être revenir Ok. rapidement là-dessus. Ouais, ouais. Et donc, comment on communique sur notre culture autour et ce que c'est. Et un bon exemple de aussi définir ce que c'est pas. Par exemple, l'honnêteté dans nos valeurs, c'est pas la transparence. Et c'était important pour nous de différencier ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui Très disaient: Ah, la important. boîte, elle est transparente. Non, nous, on n'est pas transparent. Par exemple, il n'y a pas de grille de salaire publique. Et on partage beaucoup de choses. Tous nos chiffres sont publics auprès des équipes. Quand on a des galères, on partage. Mais la transparence, elle n'est pas systématisée comme dans certaines boîtes, comme Alan, où vraiment tu vas avoir des grilles publiques, tout va être public. Nous, c'est pas notre cas. Et donc, honnêteté, c'est pas la même chose que transparence. Ouais. Pareil, on avait beaucoup de gens qui disaient que quand tu es une famille, nous, le terme famille nous convenait pas. Parce que dans famille, tu omets la notion de performance. Une famille, elle cherche à soutenir tous les membres de la famille, y compris ceux les moins performants ou ceux qui sont un peu derrière. Nous, on reste une boîte, donc on cherche à maximiser la performance de l'entreprise. Et s'il y a des personnes qui ne matchent pas avec ça, elles n'ont pas leur place sur le long terme chez nous. Et donc, on n'est pas Bien une sûr. famille. On est plutôt une équipe de sport de niveau où on cherche à maximiser la performance de chacun, de s'amuser. Mais s'il y a une personne qui est moins bonne qu'une autre, bah, elle va sur le banc et c'est normal. Et on n'est pas là pour absolument la faire jouer dans tous les cas. On est là pour maximiser les résultats de l'équipe. Ouais, 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 et c'est hyper important comme distinction, conceptuelle, hein. J'adore, on fait de la philo avec toi, mais honnêteté et transparence, non, mais c'est carrément pas la même chose et du coup, ouais, votre valeur honnêteté me fait aussi penser un petit peu à une histoire, d'intégrité, quoi. Genre, j'aligne, ma parole et mes actes, C'est ça. et C'est c'est ça. de toute Et, manière et hyper important en business, quoi. dans le slide qu'on a construit sur nos valeurs, dans chaque slide qui définit la valeur, il y a la limite ou le point rouge en tout cas qu'il faut avoir en tête vis-à-vis de cette valeur et sa limite, c'est-à-dire bah, l'honnêteté, c'est pas non plus dire l'honnêteté doit s'aligner avec bienveillance. Donc c'est pas dire des choses pour faire du mal aux gens. C'est l'honnêteté, c'est dire les choses, mais aussi ne pas oublier que la valeur bienveillance, elle sert aussi à faire en sorte que j'agis dans les bonnes intentions. Donc quand je dis Ouais, les choses aux gens, ça doit être bien intentionné. Donc il y a cette logique aussi de mettre la limite de la valeur pour bien comprendre où s'arrête et où c'est cadré. Pareil sur le ouais, pilier du bien-être. Le bien-être, c'est pas le bonheur. L'entreprise, le bonheur, c'est une quête individuelle. Et le bien-être, l'entreprise, elle peut contribuer au bien-être des salariés matériel en leur mettant un maximum de confort matériel dans leur quotidien et psychologique en ayant un environnement de travail où les gens se sentent bien, où ils s'épanouissent, où ils se développent. Mais la quête du bonheur est personnelle. Et si tu es dépressif et que tu viens chez nous, on va pas traiter ta dépression, en fait. Donc, il y a une nuance qui est importante à cadrer aussi dans ces valeurs. ouais, super important aussi de le rappeler, hein, sur les mêmes, avantages salariés, bah, selon la personne, et ce qui se passe dans sa vie, l'entreprise peut faire tout ce qu'elle veut, elle va pas c'est clair qu'elle va pas, elle va pas créer le bonheur, de la personne, quoi et non, je C'est trouve ça. que c'est important de le dire parce que l'entreprise ne fait pas tout, ne peut pas tout faire dans la vie. Mais quand même, du coup, ça m'amène à une petite question. On a parlé du coup des différents, avantages concrets. On parle de confort, de qualité de vie au travail depuis tout à l'heure. On a parlé de la piscine à boules. Vous en êtes à, je crois, une vingtaine d'éléments concrets. Je crois que tu les avais listés dans un post. Est-ce qu'on peut en reparler? Moi, j'avais noté salle Ouais. de sport. Ce qui m'a marqué, moi, c'était 500 € de participation, je crois, pour le moyen de transport personnel, des achats de livres toutes les semaines, un coaching pour chaque manager par un pro pour l'aider à développer son leadership. Et je crois qu'il y en a plein d'autres, mais c'est déjà Mhm, mhm. incroyable. Ouais, il y en J'en a plein, je peux t'en citer plein. Une fois de plus, ça, c'est plein de choses assez concrètes, mais qui sont issues d'un processus itératif. C'est-à-dire, ah ben, on veut mettre une bibliothèque parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de gens qui lisent. Ok, les livres, ça coûte cher. Comment on peut régler ce problème? Bah, en fait, la boîte, elle pourrait très bien avoir sa propre bibliothèque. Chaque personne peut commander un livre. C'est la boîte qui le paye. Et la seule règle, c'est qu'une fois que tu as fini de lire le livre, tu le remets dans la bibliothèque publique. Tu peux même donner ton avis sur un Notion, sur le bouquin pour le recommander aux autres. Et chaque personne a accès à ce Notion avec tous les livres disponibles et potentiellement des commentaires d'autres personnes. Et il peut emprunter ce bouquin gratuitement. Et d'un seul coup, tu as résolu le problème du savoir et de la friction de devoir acheter le bouquin, de devoir. Il arrive direct au bureau, il est livré, donc tu réduis toutes les frictions. Moi, j'appelle ça un peu la politique du pas d'excuses. Il y a une salle de sport de 90 mètres carrés, complètement équipée, avec des tatamis, vraiment tout le matériel que tu peux avoir pour une salle de sport.
Donc, si tu veux pas faire de sport, bah, il y a aucun problème, on n'est pas dans le jugement. Par contre, il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que si tu veux faire du sport, il y a une salle de sport dans tes bureaux, voilà, tu peux t'en servir quand tu veux, il n'y a pas de règles, tu y vas, voilà. Et tu as un coach qui vient, si besoin, pour te faire un programme, pour t'aider sur les mouvements et pour t'aider à atteindre tes objectifs, et qui est aussi financé par la boîte. Donc, pas d'excuse. Pas d'excuse pour lire, pas d'excuse si tu veux te mettre à la méditation, on paye les applications de méditation, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, normalement, la boîte, elle peut t'aider à le faire et ça ne doit pas être une problématique financière. Ouais. Et donc, Ok. pour revenir sur tous les avantages que j'ai pas forcément tous en tête, mais il y en a un paquet. euh, oui, on parle vraiment des avantages qualité de travail. Les gens sont assez bien rémunérés chez nous, en général au-dessus du salaire moyen. On est complètement libre sur les horaires. On a une congé illimité qu'on détaillera un petit peu plus après parce que c'est une politique assez balèze. On a un des espaces de travail qui sont assez cool. On a 150 plantes, on est dans un full open space avec des bons niveaux de confort, ordi, double écran, clavier, casque insonorisé si tu veux t'isoler, une bonne chaise. Euh, et ensuite, on a un gros espace de vie qui représente la moitié de nos bureaux, dans lequel on a effectivement une piscine à boules, des fléchettes, une table de beer-pong, une table de ping-pong, une terrasse exposée au soleil, une chill room dans laquelle tu peux te mettre dans des grands poufs et faire la sieste, et une salle de sport. Et un MAM et maintenant un bain de cryothérapie en plus. Et les gens utilisent vraiment ces espaces, du coup? Ouais, ouais. En l'occurrence, je pense que dans la partie marketing, la salle de sport, c'est le plus sous-coté parce qu'il y a deux tiers des gens qui s'entraînent dans la salle de sport. Donc c'est Ok. vraiment de loin l'item qui apporte le plus de valeur selon moi et qui était un truc qui était justement dès le départ dans l'ADN de la boîte. Pour revenir un peu sur comment la culture aussi elle se construit, on était dans nos anciens bureaux. Nous, les trois fondateurs, on voulait faire du sport. On travaillait pas mal au début de la boîte. On s'est dit, OK, il nous faut de quoi faire du sport sur place pour pouvoir gagner du temps. Très bien, mais on va s'acheter une barre de traction, une cage à squat, et on va s'installer des anneaux dans un arbre. On va mettre ça sur le parking du bureau, puis on pourra s'entraîner. Puis au fil des recrutements, les gens ont continué de s'entraîner. On a amélioré la salle de sport, puis on a eu d'autres bureaux. On a fait une vraie salle de sport, et c'est venu comme ça. Et donc Ouais. dans Elle n'est l'ADN de pas la boîte, arrivée les gens comme un qui... cheveu sur comme un cheveu Non, sur la soupe, comme dans les pas boîtes du où ils tout. disent tiens, C'est salut, ça. on vous fait une boîte de sport et en fait il y a personne qui va quoi. C'est ça. Et on a beaucoup itéré, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a ajouté du matos, on a adapté en fonction de l'usage qu'on avait de la salle, pour vraiment arriver à un truc qui soit hyper fonctionnel et qui sert vraiment les gens. Et à l'inverse, la piscine à boules, qui est probablement, d'un point de vue marketing, le truc le plus what the fuck qu'on a, est pas hyper utilisé au quotidien. On a une table qui descend dedans, donc on s'en sert pour certaines réunions. Il y en a qui jouent à la console dedans, mais il n'y a pas des gens qui utilisent tous les jours la piscine et qui chillent dans la piscine. On a la vérité sur la piscine à boules. C'est Et, ça. Piscine à boules, c'est et, pour LinkedIn, c'est pour le marketing. ouais, et ça marche et c'est cool parce que c'est Ça vraiment what marche. the fuck. Et ça fait grincer les dents et donc du coup ça marche encore plus quoi. C'est ça. Euh, du coup j'ai une petite remarque ouais, par rapport à ces éléments-là. J'avais vu aussi je crois télétravail souple, mais en fait je le comprends pas trop celui-là parce que dans tout ce que tu me dis j'ai l'impression que dans vos valeurs le but c'est quand même de pousser les gens à venir au bureau, c'est ça, c'est Ouais. important pour vous. Ouais, ça, c'est un point hyper important que tu soulignes et qui me frustre beaucoup parce que souvent, quand on communique sur LinkedIn sur les avantages de travailler chez nous, beaucoup de gens qui disent pourquoi vous autorisez pas le full télétravail. Et effectivement, aujourd'hui, on a personne qui travaille en full remote parce qu'on a une culture du présentiel au sens où notre culture, elle existe par les gens qui viennent au bureau et pas seulement par les aspects matériels dont je te parlais, mais justement par cette ambiance qu'il y a dans l'open space et dans la vie au bureau que tu peux difficilement transmettre dans un podcast, dans un post LinkedIn et qui est vraiment quelque chose qui se vit. Et donc, le full remote n'est pas quelque chose sur lequel on est ouvert parce qu'on a un fonctionnement très présentiel dans nos modes de communication, dans notre organisation du travail, ce genre de choses. Par contre, à la semaine, tu peux être en télétravail à la moitié de la semaine, tu peux même être une semaine d'affilée en télétravail, il n'y a pas de problème. C'est juste que sur le long terme, on n'a pas quelqu'un qui travaille 100% à distance. Mais tu peux même partir 2 semaines, 3 semaines en télétravail en fonction de tes objectifs, tout ça. L'idée étant quand même de garder un environnement de travail où il y a des gens qui viennent. Mais en fait, une fois de plus, on force personne à venir. C'est-à-dire qu'on essaie de créer le cadre où les gens ont envie de venir et tu as énormément de gens qui font pas de Ouais. télétravail parce qu'ils adorent venir travailler au bureau, dans l'ambiance, tout ça. Et en même temps, des fois, l'open space crée de la nuisance sonore, tu as besoin de focus. Et donc, il n'y a aucun problème pour que tu restes une demi-journée, une journée chez toi parce que tu as envie d'abattre du travail. Tu préfères être isolé chez toi, sans bruit, sans distraction, ce genre de choses. Donc, voilà, on est super souple au quotidien, mais on recrute pas en full télétravail. D'accord, C'est ça la d'accord. nuance. Ouais, ok, ok, important de le souligner. Et du coup,
tout ça, ça s'est fait de manière organique. Tu as parlé d'itération permanente. Moi, j'aurais bien aimé, savoir aussi quelles sont les complexités auxquelles, tu as fait face, tu vois, en chemin. Parce que j'imagine qu'il y a des choses qui se il peut y avoir des grains de sable dans la machine, quoi. Tu me parles de bien-être et de performance. À quel moment peut-être la performance ne prend pas aussi un peu le dessus sur le bien-être puisqu'il faut exécuter, enfin, tu vois? Ouais, ou Et l'inverse. ouais, ou Ou l'inverse. l'inverse. Ouais, t'en as plein, t'en as plein. Déjà, un des premiers trucs, c'est quand tu fais ça, il y a souvent des moments où dans l'histoire de la boîte, on s'est demandé, en fait, il n'y a pas d'autre boîte qui fait ça quasiment. Donc nous, on est en train de tester un modèle, mais peut-être qu'il n'est pas du tout viable. Et peut-être que c'est complètement une illusion ce qu'on est en train de faire, et que on va cracher notre boîte parce qu'à la fin, tout le monde va venir faire n'importe quoi, et puis personne ne travaillera, on n'aura pas du tout réussi à construire ce qu'on voulait. Et j'aime beaucoup cette phrase du CEO de Netflix qui dit, Reed Hastings, qui dit si t'es pas mal à l'aise avec la liberté que tu donnes à tes équipes, c'est que tu leur en donnes pas assez. Et donc c'est souvent arrivé dans l'histoire de la boîte que, surtout à des moments où potentiellement les chiffres sont pas au rendez-vous, ce genre de choses, tu te dis est-ce que vraiment la culture qu'on a là, elle a du sens? Est-ce qu'on va amener la boîte où on veut d'un point de vue de la croissance, des chiffres, des objectifs? Euh, Est-ce que vraiment ça permet d'avancer comme on veut? Donc ça, c'est un truc qui revient souvent, et qui est, enfin, c'est plus une remarque d'entrepreneur, mais souvent cette question qui revient où tu te dis, est-ce que c'était le bon choix de donner tant de liberté? Tu vois des trucs, des gens qui sont pas au niveau de politique d'attente, tu te dis, ok, est-ce que c'est le bon choix? Et aujourd'hui, j'en ai plus aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau de culture et un niveau d'engagement des équipes qui est juste exceptionnel. Et depuis plusieurs mois, on a vraiment un niveau de performance qui est génial et un niveau d'ambiance qui est génial. Et tous les retours qu'on a des équipes sont vraiment positifs. Donc on essaie quand même, avec différents processus, de mesurer aussi ce qu'on fait, d'avoir une culture où on peut remonter des choses sur la culture justement et sur comment s'améliorer. Donc on est aussi beaucoup dans un processus de ah ben là on a fait une erreur, comment on peut s'améliorer. Euh, donc ça c'est un point plus d'entrepreneur. Ensuite dans des points très concrets, euh, évidemment on a fait des recrutements où il y a des personnes qui ont plus vu le côté bien-être et moins le côté performance. C'est arrivé assez rarement en fait finalement. Mais effectivement, je me souviens, enfin, il y a une personne en particulier qui est venue et qui était beaucoup là pour s'amuser, mais peu pour travailler, qui a finalement pas pu rester chez nous, évidemment. Au global, il y a assez peu d'abus. En tout cas, on les traque pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où on surveille. Donc on n'est pas capable de voir en fait s'il y a des abus. Nous, on regarde ce qui est produit, on regarde la dynamique de la boîte. Et du coup, on n'a pas la granularité. Et si quelqu'un il arrive à 11 heures au bureau et en fait il a fait la grasse mat, moi j'en ai absolument aucune idée et je veux pas le savoir. Ça m'intéresse pas. Chacun gère son emploi du temps comme il veut. Ouais. Euh, et pour revenir, ouais, je réfléchis un petit peu aux exemples qui peuvent être bien concrets sur les difficultés. Beh, genre, Euh, je pense aux personnes, est-ce qu'il y a déjà eu des ouais, déçus? Parce que quand même, de ouais, l'extérieur, bah, ça a l'air, toujours plus parfait que ce que ça ne l'est. La réalité parfois, de tous les jours est bah, dans une boîte, en pleine croissance avec des enjeux, peut être plus c'est ça. difficile. Est-ce que tu as déjà géré des déçus ou voire même, du coup, avant même de recruter, j'imagine que tu refuses aussi des candidats potentiellement bons, sur base du fait qu'ils vont peut-être pas fitter avec la culture, quoi? Enfin, ça Ouais. doit pas être facile tous les jours. C'est deux points séparés, mais effectivement, donc nous, quasiment une personne sur deux dans notre processus de recrutement qui est refusée, c'est pour une notion de fit culture et pas peu de compétences. Donc c'est juste OK. qu'on on voit pas la personne travailler chez nous, on la voit pas dans cet environnement-là, on la sent pas ouais, avoir le fit culture qui fait qu'elle va maintenir la culture dans le temps, qui est vraiment un enjeu pour nous. On n'a pas forcément beaucoup parlé, mais dans une boîte qui fait de la prospection automatisée sur LinkedIn, les gens se lèvent pas le matin en disant j'améliore le monde. Et la motivation des équipes, elle vient vraiment de ce qu'on est en train de faire dans la culture et de la dynamique et de comment ils sont considérés et tout ça. Donc nous, c'est un vrai enjeu de développement et de rétention sur le long terme. C'est que si on n'est pas capable de maintenir ça, notre boîte, elle s'effondre. On n'aura plus la résilience, on n'aura plus la performance, on n'aura plus ça. Donc c'est vraiment un gros, gros enjeu. Bah, c'est hyper honnête que tu partages ça, hein, d'ailleurs. Enfin, Ouais, bah, je trouve on ça est là dingue pour de la part l'honnêteté, d'un hein. C'est dans nos ouais, valeurs. ouais, ouais, bah, tu es aligné avec tes valeurs. Non, mais je trouve ça dingue de la part d'un fondateur, d'entreprise de dire: «Bah, en fait, nous, on change pas le monde, ce qu'on fait, c'est cool, mais en fait, c'est pas ça notre drive principal. Notre drive C'est ça. principal, c'est ce qu'on crée avec les gens» et ouais, enfin, c'est rare, c'est assez rare pour être souligné. Merci Ouais. pour le partage. Et c'était ça l'enjeu aussi de poser les valeurs à un moment.
et de bien communiquer aux équipes que la culture, elle existe par chaque personne qui vient le matin et qui contribue. C'est pas le CEO qui met des valeurs sur un slide qui fait la culture. C'est vraiment ce que chaque personne dans la boîte fait tous les jours. Et c'était important pour moi à ce moment-là de bien rappeler ça à tout le monde et que la culture, elle dépendait de ce qu'ils voulaient qu'elle devienne. Et donc, c'était eux les acteurs. Et c'était important que tout le monde l'ait bien en tête. Et Ouais, du coup, pour revenir sur les frictions, donc, process de recrutement, ça nous élimine beaucoup de candidats et des talents, des fois, hyper performants. Et c'est arrivé qu'on ait même recruté des personnes qui étaient extrêmement performantes. Enfin, je pense aussi à une personne dans l'histoire de la boîte qui était extrêmement performante, mais qui n'était pas du tout dans le fit et qui était là justement pour travailler 12 heures par jour, délivrer un max, obtenir un max de salaire. Et nous, c'était pas le mindset. Et au bout de quelques semaines, naturellement, en fait, la greffe n'a pas pris, pas prise et il est parti de lui-même en disant en fait, c'est pas l'environnement dans lequel je vais performer et ça me convient pas et ça fit pas avec la boîte. Donc on est vraiment sur un organisme où il y a une greffe et quand la greffe elle prend pas, ça peut être assez difficile pour les nouvelles personnes qui arrivent de rentrer dans cet environnement et cette culture qui est très forte. Et ensuite, effectivement, tu as une problématique de déçus sous différents aspects. Déjà, la boîte, elle évolue, la culture, elle évolue. Donc, des personnes ah sur ouais. au tout début peuvent trouver qu'elle a changé et qu'elle est moins bien. Et donc, tu C'était mieux avant, dois toi, non? C'était mieux avant. c'est ça, c'est ça. Et donc, tu dois gérer ça parce qu'une boîte Ouais, qui grandit, il y a des choses qui changent aussi. Tu vis pas pareil quand tu es 15 et quand tu es 40 parce qu'il n'y a pas les mêmes process, il n'y a pas la même quantité de personnes à gérer. Donc, il y a des choses qui changent un petit peu, c'est normal. Donc, ça peut être des choses qui sont un peu difficiles à gérer au fil du temps avec les personnes qui sont là depuis plus longtemps. Et ensuite, tu as des déçus parce que tu essayes aussi de communiquer sur une culture à l'extérieur et c'est jamais parfait. On l'a dit au début. La startup, c'est le chaos, il y a des trucs qui vont pas tout le temps. C'est quotidien. Notre métier, c'est de résoudre des problèmes. Donc, par définition, s'il n'y a pas de problème, on ne travaille pas. Donc, il y a tous les jours des problèmes à gérer. Et donc, tu as des frictions. Forcément, tu vends la valeur de bienveillance. Bah, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis pas la personne la plus bienveillante. En tant que manager, je suis plutôt dans l'exécution, plutôt franc. Et donc, ça va m'arriver des fois de dire des choses qui sont potentiellement blessantes ou qui vont être perçues comme blessantes, alors que c'est pas mon intention. Mais du coup, la bienveillance bah, va pas forcément toujours se traduire dans mes actes personnels. Et donc, tu as une dissonance entre les valeurs de la boîte et des fois l'action de certaines personnes, en particulier l'action des fondateurs qui sont des choses qui peuvent arriver régulièrement et que tu dois arriver à gérer. Et où, du coup, il y a eu des moments, pas mal de friction. Pareil aussi sur, à des moments, des problématiques de communication où, justement, il y avait un peu un désalignement entre certaines réalités de la boîte et ce qu'on pensait être la réalité. Et où il y a eu un peu des points de friction et où il y a pas mal de gens qui ont remonté des choses et où on a dû agir en fonction. Et donc, ouais, c'est pas un long fleuve tranquille et c'est vraiment un processus itératif dans lequel on essaye d'apprendre des erreurs et quand il y a des choses qui sont remontées, qui sont plus alignées, essayer de s'adapter. Mais ça peut arriver que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des choses qui n'aillent pas et qui ne soient pas en accord avec nos valeurs ou avec la culture qu'on veut avoir et qu'on doit résoudre. Quoi. ouais. Et justement, ça me faisait penser à un truc. Alors, je sais pas si tu voudras partager. Moi, je suis utilisateur de Wallaxy, même anciennement Ouais, Prospecting, donc depuis un petit moment. Et je sais qu'à un moment, il y a eu. Bah, c'est beaucoup basé sur LinkedIn. Et à un moment, il y a eu un changement d'algorithme. Je me souviens qu'il y avait, je crois, 700 invitations par semaine autorisées. Et c'est passé à 100. Et je me souviens que bah, du coup, vous, ça a forcément énormément impacté. Il y a des gens qui se plaignaient que du coup, ça marchait plus. Enfin, je voulais savoir, là c'est un moment où potentiellement la boîte a été mise à l'épreuve. Je voulais savoir si ça avait servi à la culture ou au contraire si la culture avait servi dans cette épreuve, quoi. ouais c'est un super exemple parce que s'il y a bien un moment dans l'histoire de la boîte où la culture et la service, et je pense que c'est à ce moment-là qui a effectivement été un moment de chaos pour nous, où on s'est demandé combien de personnes allaient devoir mettre dehors à cause de ça. Grosse épreuve, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et c'est vraiment un moment qui m'a marqué personnellement parce que la culture qu'on a, elle fait pas forcément. En fait, sur du court terme, elle n'est pas efficiente. C'est-à-dire que si tu veux atteindre tes objectifs dans 6 mois ou un an, la stratégie qu'on a, c'est pas la plus efficace. Autant mettre la pression à tes salariés, les faire travailler plus, essayer d'en tirer le max. Mais si tu veux une boîte qui fonctionne sur le long terme, qui a de la rétention de talent et qui est résiliente, et c'est vraiment à ce moment-là que ça a du sens, qui est résiliente aux problèmes, c'est là que ça a du sens. C'est-à-dire que la charge de travail est pas linéaire, la pression est pas linéaire, les problèmes sont pas linéaires. Et donc, il y a des moments où c'est plus tranquille et où les équipes vont moins bosser, ou être plus chill, ou prendre leur temps, on va s'amuser. Mais cette culture-là, elle te donne la résilience quand il y a des moments de rush ou des gros problèmes comme celui-là. Et là, c'est assez impressionnant de voir le niveau d'engagement des équipes et ce qui peut être produit et le niveau d'implication pour résoudre le problème et passer la phase de crise. Et à ce moment-là en particulier, c'était assez marquant
Il y avait tout le monde qui s'était mis en mode guerre. C'était symbolique, mais sur Slack, tout le monde avait un statut casse militaire. Tout le monde avait pris un nom de général, de lieutenant, ce genre de choses. Et il y avait un vrai alignement de tout le monde sur OK, les problèmes, il faut les gérer. Il n'y a plus vraiment de management parce que tout le monde a des problèmes à gérer et chacun a beaucoup d'autonomie. Et OK, il y a un problème, je le prends, je le gère et on avance comme ça. Et pendant plusieurs semaines, c'était vraiment le gros bordel. Et j'avais été vraiment impressionné par la résilience qu'on avait. Et dans d'autres phases plus difficiles de la boîte qu'il y a eu après, ça s'est toujours euh, vu, ça s'est répété, que chaque moment de crise met un niveau d'engagement des équipes de malade et tout le monde a envie que le truc continue. Et donc tout le monde met vraiment beaucoup d'énergie pour passer ces phases-là. Hmm. J'ai une question que j'ai oublié de te poser d'ailleurs. Tu parles de Ouais. long terme, de résilience. Walaxy, c'est une boîte qui est, enfin, qui a des investisseurs aujourd'hui, ou vous êtes en fonds propres. Enfin, c'est en tant qu'entrepreneur. Parce que je me demandais, parce que du coup, je me posais la question. Je me disais aussi, les boîtes qui lèvent des fonds, parfois, ont aussi fait ce choix et du coup, bah, doivent être beaucoup plus dans la performance à court terme. Et toi, ce que j'adore là, c'est que tu parles de long terme depuis tout à l'heure. Ouais, c'est une super question. Effectivement, on est autofinancé et ça joue énormément, je pense, dans la culture. Déjà parce que on n'est pas à la recherche de l'hypercroissance à tout prix qu'on aurait potentiellement avec des VC. Donc ça nous permet justement de faire des choix dans notre stratégie de recrutement, de pouvoir prendre le temps des fois et on préfère temporiser un recrutement pour avoir la bonne personne qui fit plutôt que d'aller chercher absolument le profil le plus vite possible pour générer la croissance qui va être associée au job qui va être pourvu. Donc ça c'est assez important dans le mindset. Ça nous donne aussi beaucoup de liberté dans ce qu'on veut faire. Je suis pas si tu appelles tes investisseurs pour leur dire que tu vas mettre 7000 balles dans un hammam s'ils sont super chauds. Donc ça nous donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté, et ça nous permet de faire des trucs what the fuck qu'on a envie de faire, et donc d'aller servir cette culture du long terme. Donc effectivement, ça joue beaucoup d'être autofinancé. Euh, et en même temps, on a la chance d'être autofinancé avec un modèle économique qui est très vertueux. Donc, on a toujours eu beaucoup de cash pour mettre beaucoup d'énergie dans la culture et dans le bien-être des équipes. Ce qui n'est pas toujours possible dans des boîtes autofinancées qui vont être des fois un peu plus ric-rac au niveau finance Ouais. et qui vont devoir faire des choix et du coup réduire certaines dépenses associées à l'espace de vie ou ce genre de choses. Ouais, merci pour la précision. Bah, du coup, enfin, c'est vos choix courageux au départ aussi, dont vous pouvez bénéficier aujourd'hui, quoi. Enfin, je trouve ça Ouais, très cool. Et je pense pour d'ailleurs être que très même honnête, peut-être, ouais, pour être très honnête, c'est pas vraiment un choix, au sens où ça nous est un peu tombé dessus. Et je pense que ouais, si on avait levé des fonds, on aurait craché la boîte. C'est quasi sûr. Puisque ah dans ouais, l'histoire ok, de la boîte, on a lancé en septembre 2019 et en fait en novembre, on est rentable. Et donc la question ne s'est jamais vraiment posée. On a eu tellement de croissance que 6 mois après, on était à 1 million de revenus annuels. On avait besoin de recruter, mais ça n'a jamais été une problématique, la notion de finance. Donc on n'a jamais eu vraiment besoin d'aller chercher des fonds. Et on a plutôt agi en réaction à notre croissance plutôt qu'en proaction. Donc on a toujours été en train de subir un peu la croissance qu'on avait et réagir. Donc on avait assez de vues et de cash pour recruter, pour structurer la boîte comme on voulait. Et on n'avait pas besoin d'aller chercher du financement externe pour grandir plus vite. Et on n'était pas ouais, forcément capable de grandir plus vite. On a monté la boîte, moi j'avais 21 ans, mes associés ils ont plus ou moins le même âge. Donc on n'avait pas forcément l'expérience et le niveau de maturité pour gérer une levée de fonds, avoir des investisseurs au board, prendre 3 millions, recruter 40 personnes. Je ouais. pense qu'on aurait craché la boîte. Ouais, bah, c'est là, vous avez été, enfin, il y a une certaine sagesse dans ce que tu dis, parce que parce que c'est, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se mettent vite comme Ouais, mais objectif, «Je veux grossir et du coup je vais lever et je vais lancer aux US», et qui crachent du coup, alors qu'ils auraient certainement réussi. Donc c'est une fois c'est de très plus, cool aussi c'était d'avoir ça, ton témoignage. c'est plus une réflexion a posteriori. Et Ouais, sur le moment, la question s'est pas trop posée. En fait, ouais, on a besoin de recruter 20 personnes, on l'a fait. Et on n'avait pas besoin de plus de cash pour le faire. On a vite compris que gérer 20 personnes, c'était déjà absolument colossal et qu'on serait pas en mesure d'en gérer 20 de plus. Et c'était une réalité, quoi. C'est que c'était tellement ouais. le chaos au quotidien que on se voyait pas du tout gérer 20 personnes de plus. Donc ça, la question s'est même pas posée, en fait. OK, OK. Et quand même, alors pour les boîtes qui seraient pas dans votre cas, qui par exemple ont des VC, en tout cas, doivent reporter à des personnes qui auraient investi, d'un point de vue pareil a posteriori purement financier, pour construire une culture aussi forte que celle de chez Wallaxy, avec, tous les éléments de qualité de vie au travail, les investissements que ça représente, je me demandais, au-delà du temps que ça prend, au-delà de l'investissement, personnel, d'un point de vue financier, est-ce que la note en termes de pourcentage,
de pourcentage du chiffre d'affaires, ça représente quoi à peu près? Juste pour donner une idée et pour peut-être que des gens qui ont des VC pourront même arriver à les convaincre en leur disant, mais en fait, les gars, en mettant 0,5% de notre CA, bah, on va pouvoir construire une culture qui nous permet de viser le long terme aussi, quoi. Tu veux dire, tu veux genre un ROI de Tu mettre de l'énergie arrives dans à la culture? quantifier, non, tu arrives à Non. quantifier même en termes d'investissement financier, ce que ça représente par rapport au chiffre d'affaires ou à la marge de la boîte, Euh, ce qui est investi dans la Moi, culture? je peux pas te donner les conséquences au sens où c'est absolument Non, inquantifiable de savoir quel est l'impact sur la performance de la boîte de manière mesurée. C'est sûr que ça en a et c'est un peu comme les stratégies d'inbound marketing. Tu sais jamais ouais, vraiment combien ça te rapporte, mais en général, quand tu fais que ça marche, tu sais que ça marche. mais C'est les assez coûts, tu incontestable. vois? Par contre, les coûts, on les a plus ou moins chiffrés. Aujourd'hui, tous les avantages qui sont donnés aux salariés, en gros, en 2022, ça représente à peu près 1 500 € par salarié par mois. Si tu D'accord. comptes tout, c'est-à-dire que je compte vraiment les espaces de vie, les after-work, les off-site, tous les perks qui sont mis à disposition, l'aménagement de la salle de sport qui a été fait en 2022 en majorité, donc beaucoup de dépenses de matériel qui seront amorties. Donc c'est pas forcément une vision, c'est vraiment une vision d'investissement, on va dire Ouais. sur l'année 2022 qu'on a, qui est à peu près de 1 500 € par salarié par mois. Waouh, merci pour le partage. C'est hyper intéressant d'avoir cette donnée-là, même si elle serait peut-être différente dans une autre boîte. Ça permet quand même de mettre un chiffre Ouais. très concret sur, qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas d'investir combien elle aussi sera en massivement. 2023, mais je pense que vu Ouais, qu'on a fait des gros investissements dans nos bureaux, elle sera un peu inférieure en 2023. Donc je pense qu'elle tournera autour de 1 000 € par personne par mois en 2023. ouais, ouais, en plus dans le temps ça se lisse, quoi. Ouais, OK, 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 ben, merci beaucoup de partager ça, hein. Tu étais pas du tout obligé, mais c'était une vraie question avec que plaisir, j'étais hein. en train de me poser et bah, du coup, on va basculer sur, si tu es d'accord sur le point des congés illimités parce que la culture, c'est vraiment faire des choix et les assumer dans le réel tous les jours, hein, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure Mhm. et voilà, moi, je voudrais basculer sur ce point-là qui m'avait marqué, les congés illimités, même si je comprends bien qu'en fait, c'est un point qui est pas, heu, le point central de votre culture, c'est juste une conséquence, l'un des points qui fait partie naturellement de votre culture et que d'ailleurs, il est arrivé, presque naturellement et que ça aurait peut-être pas fonctionné sans que vous ayez mis tout ça en place. Mais du coup, quand même, tu l'as mis en place et ça doit pas être si facile que ça. Je voulais savoir quel était ton problème à la base avec les congés limités du coup et et voilà et pour toi, c'est quoi les congés illimités chez Walaxy, quoi? Ouais. Le point de départ, et donc je recommande à tout le monde de lire si ce sujet intéresse les gens, de lire le bouquin de Reed Hastings qui est No Rules Rules en anglais, et je crois que la version française c'est La règle, pas de règle. OK. Euh, qui est, bah, en fait, Reed Hastings sur Netflix a vraiment, on sent que depuis le jour zéro de sa boîte, il a passé énormément de temps et d'énergie à chercher à construire cette culture qu'il base sur deux piliers, qui est la liberté et la responsabilité, qui sont des choses assez proches de la nôtre. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, donc eux, Netflix, donc les congés limités, et en fait, ça m'a paru une évidence. On fliquait pas les horaires, donc on regardait jamais quand les gens travaillaient, quand ils étaient en télétravail, quand est-ce qu'ils partaient. Donc en fait, on s'est demandé, est-ce que ça a vraiment du sens de traquer des jours de congé si tu ne traques pas des horaires? C'est-à-dire, si quelqu'un travaille 15 heures par jour, il a le même nombre de jours de congé que si quelqu'un travaille 5 heures par jour. Si quelqu'un produit en 5 heures ce que d'autres font en 15 heures, il a le même nombre de jours de congé. Et ça n'avait pas vraiment de sens d'avoir une politique qui soit très bas. En fait, la politique des congés traditionnelle, elle se base sur le fait que tu fais 9h-17h, 5 jours par semaine, et donc ta performance, elle est validée par le nombre d'heures que tu travailles, et donc tes nombres de congés, ils sont associés, et ça a du sens dans cette politique-là. Mais une fois que tu traques plus les horaires, que tu traques seulement la performance, que tu ne regardes pas quand les gens arrivent, quand ils sont en travail, ce qu'ils font, et ce que tu veux, c'est à la fin que les choses soient faites, ça n'a pas de sens en fait de traquer les horaires. Et en particulier, on revient au point initial qui est notre cerveau, il n'est pas fait pour fonctionner spécifiquement de 9h à 17h du lundi au vendredi. On est tous différents, il y a des couches tôt, il y a des couches tard, il y a des gens qui préfèrent travailler le soir, d'autres qui préfèrent travailler le matin, d'autres qui préfèrent travailler le week-end, il y a des gens qui préfèrent travailler en rush 15 heures par jour pendant une semaine et après prendre une semaine de vacances. En fait, chacun est différent là-dessus. Et donc, l'idée des congés limités, c'était de donner un maximum de souplesse aux talents pour qu'ils puissent organiser leur emploi du temps comme ils veulent. Ce qui compte, c'est ce qui est délivré. Et à partir de là,
ils ont le choix d'aménager leur emploi du temps. Et on a des personnes qui prennent peu de congés, mais aiment bien ce petit rythme, train-train, je fais mes horaires, machin. Et on en a qui préfèrent travailler avec des rushs, qui taffent le week-end. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais je sais qu'il y en a qui travaillent le week-end, qui travaillent sur des horaires du soir, tout ça. Mais par contre, qui veulent partir 3 semaines d'affilée en vacances à l'autre bout du monde, et il n'y a aucun problème. Ouais. Et comment ça fonctionne du coup? Parce que, le fait de s'organiser en autonomie n'empêche pas de poser quelques règles, au moins pour prévenir, pour s'organiser justement. Vous avez quand même un truc dans lequel vous mettez, un outil dans lequel vous mettez quand vous êtes pas là, il faut le prévenir une semaine à l'avance. Enfin, il y a quelques règles quand même autour de ça? Pour pas que ce soit trop le chaos? Euh, Il n'y a pas trop de règles, donc on a un outil dans lequel on centralise les demandes de congés et qui doivent quand même être soumises à validation du manager. Mais depuis qu'on a les D'accord. congés limités, il n'y a aucune demande qui a été refusée sur cet outil-là. En général, elles sont demandées avant à l'oral et c'est assez rare qu'il y ait des refus. Normalement, il y a beaucoup justement d'autonomie, d'ownership et en fait, les talents, c'est quand ils peuvent prendre leur congé en fonction des impératifs des équipes, de leurs impératifs personnels et pro. Et donc, dans la culture, ça n'a pas trop de problématique de ça. On a juste besoin d'un outil pour traquer les congés d'un point de vue, déjà pour suivre la politique, est-ce qu'elle a du sens? C'est important, pour en Ouais. revenir un peu dessus, mais voilà. Et aussi d'un point de vue légal pour pouvoir comptabiliser les congés qui sont pris par les personnes, en particulier le minimum légal, parce qu'il y a une contrainte légale dans cette politique de congé limité, c'est que tout le monde doit prendre quand même ces 5 semaines. On ne peut Ouais. pas laisser des gens prendre moins. Et donc, on a besoin de traquer combien de congés sont pris par personne pour pouvoir indiquer aux personnes qui n'ont pas pris leurs 5 semaines annuelles qu'elles doivent les prendre et surveiller ça, en fait. Bien sûr. Et attends, d'un point de vue juridique, j'y connais rien, mais du coup, quand quelqu'un prend plus que les 5 semaines légales, c'est il y a un cadre juridique à mettre en place pour quelqu'un qui voudrait le mettre en place ou pas du tout? C'est possible de se le dire et c'est parti? Nous, on a mis ça dans les contrats de travail. D'accord. Euh, Notre première comptable, elle voulait pas le faire, donc on l'avait fait un peu nous-mêmes, et ensuite on l'a un peu fait valider par notre nouveau comptable. Le principe il est assez simple, c'est que toute la loi est basée sur le minimum légal, donc si tu pars de la boîte, tu as le droit au congé restant sur ton minimum légal, tu dois prendre ton minimum légal, mais il n'y a aucun problème pour que tu prennes plus soumis à validation de ton supérieur hiérarchique direct, D'accord. et, euh, voilà, et donc ça affiche sur ta fiche de paye combien tu as pris de congé, mais ils sont rémunérés et ils comptent Ah pas d'accord. dans tes quotas. Ah ouais, OK, OK. Ouais, intéressant parce que je me demandais, enfin, je suis nul, moi, là-dedans et du coup, je me disais: «Ouh là là, est-ce qu'il y a pas moyen encore de se faire rattraper?» Même en voulant bien faire, tu te fais rattraper par la brigade, quoi. Heu, Non, on n'a pas été contrôlé, donc je te dirais ça, le jour où on aura un contrôle, si ça a posé problème ou pas. J'adore. En fait, vous êtes dans l'exploration et donc bah, bref, c'est top. Vous essuyez un peu les plâtres pour ceux qui voudraient pour le faire, quoi, si ça se trouve. C'est ça. Mais On est dans cette mais notion un peu d'insolence et de tester des choses. Et donc, moi, je suis à l'aise éthiquement avec ce qu'on a fait. Et donc, si demain l'URSSAF me dit, ah, c'est pas du tout bon ce que vous avez fait dans le cadre légal, ah, ok, bah, dites-moi ce qu'on doit faire. Si on doit payer une amende parce qu'on n'a pas fait la bonne chose, bah, pas de problème. On est dans l'exécution, on fait et on avise plus tard s'il y a des problématiques ouais. associées. Et OK. Et tu un rapport, d'étonnement là-dessus? C'est-à-dire que ça enfin, je crois que ça fait 2 ans que ça a été mis en place. Est-ce que tu as quelques chiffres à partager sur, des choses qui t'ont surprise en bon ou en mauvais d'ailleurs, depuis la mise en place Ouais. des congés limités? Moi, du coup, je fais un suivi annuel anonymisé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que chacun prend. Je veux vraiment pas être dans cette logique de tracking. Et d'ailleurs, pour revenir à la culture, c'est un des points qui a posé problème à un moment, puisque quand on a commencé à mesurer les congés limités pris par les équipes, ça nous a été remonté qu'ils avaient l'impression que du coup, ils étaient traqués et qu'ils avaient plus la liberté de le prendre et que c'était l'inverse. Et qu'en fait, on voulait Eh surveiller ceux oui. qui prenaient plus et pour les identifier. Et c'était pas du tout la logique. Et c'était vraiment la logique inverse, c'était de savoir ok, cette politique, elle est cool. Elle part du principe que tes vacances, si tu as un coup de barre en fin de semaine, ça ne devrait pas t'enlever une demi-journée ou une journée de vacances. Donc, on veut que tu puisses prendre tes congés souples et que tu puisses optimiser en fait ta productivité, c'est-à-dire ce que tu apportes comme valeur à la boîte. Et si tu mis une grosse caisse le jeudi soir, ça sert à rien de venir le vendredi matin. Je préfère que tu viennes vendredi après, mais que tu as fait une grasse mat, plutôt que tu viennes le vendredi toute la journée à combattre derrière ton ordinateur. Donc c'était ça la logique. Ça a posé quelques points de friction, mais voilà, ça a été assez bien clarifié depuis. Et donc, sur les stats, de manière très concrète, on a vu une grosse évolution entre la première année et la deuxième année. Euh, dans la première année, on était sur une politique qui était pas hyper efficace. En gros, on avait un jour et demi de congé en plus qui était pris que le minimum légal. Donc, ça représentait pas grand-chose à l'échelle de la boîte, avec des grosses disparités. Beaucoup de gens qui avaient pris moins, à qui on devait demander de prendre les jours restants.
en sachant que c'est sur des périodes et ça se cumule. Donc là, on regardait vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Et quelques personnes qui avaient pris significativement plus, mais c'était pas flagrant. Et là, en 2022, en faisant un travail de communication sur le fait que c'était important de prendre des congés limités, que c'était une politique qui devait avoir du sens, et qu'en fait, si elle n'avait pas de sens, l'idée de mesurer, c'était de se dire, si demain, en moyenne, les gens prennent 3 jours de plus, bah, la politique, elle n'a pas de sens. Autant donner 6 semaines obligatoires et retourner dans un modèle classique où on donne plus et où Hmm. les gens sont vraiment, ils ont un quota et ils peuvent prendre tout leur quota et ils prennent plus. Puisque la logique est vraiment, est vraiment de dire, la startup, c'est intense, s'il faut se reposer, il faut se reposer. Et en 2022, on est monté à 8 jours en moyenne de congés limités qui sont pris dans les équipes, avec 80% des gens qui ont pris plus que le minimum. Ok, 8 jours en moyenne en plus. Ouais, 8 jours en moyenne en plus. Et si tu me laisses une petite seconde, je peux te donner un peu d'autres stats. En particulier, la répartition des jours, de la durée des demandes de congés. Puisque un des points, comme je t'ai dit, c'était aussi que les talents et puissent prendre facilement une demi-journée, une journée quand tu as un truc à aller acheter, un truc à récupérer, sans que ça prenne des journées sur tes vacances. C'est-à-dire, je vais partir 10 jours Ouais. au ski. Mais en fait, si j'ai besoin d'une semaine de 4 jours, une semaine, parce que je dois déménager ou parce que juste je suis un peu fatigué cette semaine, j'ai besoin de me reposer un jour, ça ne devrait pas empiéter sur tes vacances au ski. Et donc, la logique, c'était que dans les éléments qu'on surveille, c'est la taille des congés qui sont pris. Et je vais te sortir la stat. On a une part de demi-journée et de demande de moins de 2 jours qui est vraiment énorme. Ok. Alors, je te ressors la stat. Elle est où? Voilà. Donc, on a 80% des gens qui en ont profité, 8,2 jours qui ont été pris en moyenne. Un quart des demandes sont des demi-journées. Ok. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment l'usage que nous, on voulait. Ah, bah, ce matin, je suis mort. Ou là, cet après-midi, je sens que je vais pas être productif. Je rentre chez moi, je prends une demi-journée. La part des demandes de plus de 5 jours a doublé entre 2022 et 2021. Donc ça, c'est cool aussi. Les gens partent plus longtemps en vacances, prennent des vraies vacances, vont à l'étranger, voyagent. Ça, on l'a vu vraiment dans les faits. Et ça n'a pas posé de problème au niveau des performances de l'équipe. Et 80% des demandes de congés sont de moins de 2 jours. Donc tu vois, on est vraiment sur un usage Ah ouais. demi-journée, journée, 2 jours, week-end prolongé, ce genre de choses. Et en moyenne, parmi ceux qui ont pris des congés illimités, donc sur les 80%, ils ont pris 2 semaines en plus. Ok. Et toi, si tu es d'accord de partager, enfin, quel est le. Enfin, tu vois, que j'ai envie de te demander combien tu as pris de jours de congé en Ouais, 2022, mais plutôt dans le sens, en fait, comment tu te positionnes par rapport aux équipes, tu vois? Quel est ton rôle dans tout ça? Parce que ça doit pas ouais. être facile, si tu en prends plus, enfin, quoi qu'il arrive, tu montres un peu l'exemple naturellement, donc Red Hastings, il en parle pas mal dans son bouquin et il insiste sur le fait que si tu veux que ta politique de congé illimité elle soit efficace, il faut que les managers et les leaders de la boîte ils en prennent. Sinon, le message que tu envoies aux équipes, c'est ah, il y a une politique, mais en fait, ta valorisation hiérarchique, elle sera faite par le fait que tu prends pas de congé. ouais. Et du coup, ça, c'est un enjeu. Et effectivement, dans la première année de la mise en place, en tant que fondateur, on prenait pas assez de congés du tout. Et on était à la moitié du minimum légal, un truc comme ça. Et donc, on montrait pas du tout l'exemple. Et moi, cette année, je suis le deuxième qui a pris le plus de congés. Et Ah! mon associé doit être le quatrième ou cinquième. Donc, on essaye de montrer l'exemple et on prend pas mal de jours de congés. Et bon, c'est pas le cas de tous les managers encore, et c'est pas le cas du troisième fondateur, mais on est dans cette logique un minimum de montrer l'exemple et d'arriver Ouais. à montrer que bah, c'est possible en fait de performer en prenant des bonnes journées de vacances et que des fois on est fumé et que du coup on prend un jour quoi. Comment ça a été perçu ça? Je saurais pas dire parce que je sais pas, je pense pas que les gens ils comptent mes jours de congé. Et moi les stats que je donne elles sont anonymisées, donc je sais pas si c'est perçu. Moi ce que je regarde c'est justement l'efficacité de la politique dans les stats, comment elle se matérialise dans comment les gens ont utilisé les congés dans l'année. Et donc là, je suis plutôt satisfait de l'évolution en 2022. Donc a priori, c'est qu'on a fait des bonnes actions pour ça, en particulier communiquer sur le fait que c'était important de les prendre et montrer l'exemple. Et après, on a encore des points à améliorer. On sait intuitivement que toutes les équipes bénéficient pas du dispositif de la même manière. Ouais. Typiquement, en fonction de la charge de travail qui est mise à l'équipe, ou voire de contraintes momentanées. Donc, je te donne un exemple typique, mais à un moment sur notre équipe support, on était sous-staffé, on n'avait pas assez de gens. On a demandé aux équipes de ne pas utiliser la politique du congé illimité pendant 6 semaines
sur lesquels on avait un moment où on était en train de recruter, on n'avait pas encore les nouveaux effectifs et on avait trop de gens en support, trop de clients. Donc on avait besoin d'avoir une équipe qui soit complètement là. Donc on a demandé à cette équipe, sur cette période de temps, de ne pas utiliser le dispositif et de prendre que leur minimum s'il en restait. Donc malheureusement, il y a des moments où on a des contraintes et où c'est pas parfait, on est obligé d'appliquer un minimum de contraintes quoi, au système. Ça, c'est plutôt les contraintes officielles. Et après, tu as les contraintes officieuses de la charge de travail, de comment ton manager Ouais, il met en place la politique, il montre l'exemple, ce genre de choses qui vont impacter comment les équipes elles les utilisent. ouais, bien sûr. Ouais, dans le réel, ça doit pas être facile tous les jours, ça doit dépendre de l'équipe, etc. Et justement, comment tu fais pour éviter de créer les soucis ou d'éviter les abus? Enfin, j'ai entendu tout à l'heure que les managers étaient quand même coachés parce que c'est pas toi qui gères tout le monde, vous êtes beaucoup trop. Donc, tu vois, enfin, vous avez quelque chose en place justement pour aider les managers à gérer ça? Euh, Spécifiquement, cette politique, non. Si je reprends l'exemple de l'équipe support, c'est moi qui ai demandé à ce que les équipes support elles prennent pas de congé dans cette période. Par contre, on est allé bien expliquer aux équipes pourquoi et qu'une fois que par contre l'équipe elle serait à nouveau staffée, ils auraient beaucoup plus de liberté pour en prendre et ça a été le cas. Et une fois que l'équipe a été au complet, on leur a demandé d'en prendre, on leur a dit maintenant c'est bon, il y a les effectifs, prenez des congés, allez en vacances, prenez des pauses, prenez des week-ends prolongés, faites-le. Donc on a recommuniqué dans le sens inverse en disant maintenant que c'est ok, vous pouvez y aller et faites-le vraiment, on a insisté sur le fait de le faire. Et ensuite, effectivement, on a un coaching des managers. La moyenne d'âge de la boîte, c'est 26 ans et la moyenne d'âge des managers, c'est pareil. Donc, en fait, on est des personnes jeunes qui n'ont pas d'expérience en management. Et donc, toute personne qui prend un poste de manager chez nous, il a un coaching personnalisé, mais c'est pas dédié spécifiquement au sujet des congés limités. On est plus dans la notion globale de leadership et de management. OK, OK. OK. Et dernière question sur les bénéfices, de cette politique. Tu as mesuré que les gens la prenaient, donc a priori, ils prennent plus de vacances, ça fonctionne. Mais est-ce que tu as mesuré des bénéfices, tangibles ou intangibles pour l'entreprise? Heu, genre de productivité, de C'est performance, super difficile parce que vu que Ouais, c'est une politique parmi plein, tu peux pas mesurer et même la ouais, culture en elle-même, tu peux pas mesurer. Comme on a dit, c'est intuitif et c'est ça qui fait aussi que beaucoup de boîtes le font pas, c'est que tu as pas de contrôle. Tu peux pas traquer la performance de ta ouais, culture et de ta boîte. Donc en fait, tu le ressens dans l'engagement des équipes. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont hyper engagées et c'est vraiment, moi je suis impressionné tous les jours par le niveau d'énergie qui est mis par les équipes dans la boîte, le niveau d'ownership et après, tu le vois dans certains moments, dans les moments où il y a besoin de résilience, voire, je te donne un exemple assez concret, nous on a le Black Friday qui est un gros événement chez nous, ouais. où on fait un mois de chiffre d'affaires en un jour, en gros. C'est assez traditionnel dans la boîte. C'est ça qui nous a fait être rentable le premier mois de novembre 2019. Et après, on a toujours fait un deal exceptionnel sur cette journée-là. Et donc, il y a des gros préparatifs dans les semaines qui précèdent. Il y a une charge de travail qui monte significativement. Et en particulièrement cette année où on est en train de migrer notre nouveau système de paiement. Et on avait besoin qu'il soit opérationnel pour la date. Et il a été Ah ouais. opérationnel 10 minutes avant le minuit du Black Friday. Waouh! Et en fait, dans ces moments-là, il y a un niveau d'engagement des équipes qui est énorme. Et nous, on ne demande rien, mais tu vas avoir des devs qui vont rester jusqu'à 21h, 22h, tous les jours qui précèdent pour livrer le truc. Et parce qu'elles savent que derrière, une fois que c'est délivré, elles pourront se reposer, il n'y a pas de problème. Et c'était le cas. Et une fois qu'on a eu livré Black Friday, qu'on a fait notre journée, tout ça, et que tout s'est bien passé, dans les jours qu'on suivi, on a dit maintenant, chiller, c'est le mois de décembre, il va rien se passer, prenez des vacances, prenez des congés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un des bénéfices potentiels, c'est que sur le long terme, si la politique est bien appliquée, je pense que ça permet aux équipes de mieux adapter leur charge de travail aux besoins de la boîte. Et elles savent que si elles travaillent plus pendant quelques jours, quelques semaines, parce qu'il y a une grosse charge, elles pourront compenser derrière sans problème. Et donc, elles le font avec plaisir et elles kiffent en plus parce que c'est un super moment d'engagement quand t'as tout le monde qui est aligné pour livrer le truc et qu'il est minuit moins 20 et que c'est pas encore en prod et que t'es en train de faire les derniers tests, tout ça. Il y a de l'euphorie, c'est assez grisant, quoi. Ouais, 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 ah, j'imagine que ça doit être des moments forts. Je ferai attention à votre, prochain Black Friday alors, maintenant que je sais tout ce qu'il y a derrière. Merci beaucoup pour ce partage, Toinon, sur, spécifiquement sur ce point-là de la politique de congés illimités qui, on le voit, enfin,
est dans la ligne logique en fait de votre culture. Quelques petites questions pour terminer. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit. C'est un truc à retenir dans tout ce que j'ai dit, ce serait que la culture, ouais, il y a plein de choses, mais il y a une culture comme ça, c'est et un processus itératif. Donc, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est pas, c'est sorti de notre tête il y a 3 ans, c'était évident. C'est que des itérations et je dis souvent, tu vois, par exemple, on fait beaucoup attention à l'onboarding des équipes. Ben, en fait, le premier stagiaire qui est venu chez nous, moi, j'étais même pas au bureau et il a dû rentrer chez lui parce que il y avait personne pour l'accueillir en Oh, le fait. pauvre. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. On a fait plein d'erreurs, plein de conneries. On est vraiment sur un processus itératif et une culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question comment on met cette culture en place, tout ça. Pour moi, le premier truc, c'est qu'elle se respire par les fondateurs. Moi, je travaille, tu vois, là, je suis en tenue de sport parce que je reviens de mon footing. Je suis en chaussettes. On s'en fout. On se marre. On fait des trucs débiles. Et la culture elle respire par ça. Et donc, bah, nous, si on a envie de faire un prank aux employés et qu'on va acheter pour 4000 euros d'essuie-tout pour faire une énorme cabane au milieu de l'espace de vie, on le fait, c'est fun et c'est ça qui montre l'exemple. Donc, une culture, souvent, elle est quand même inspirée par les fondateurs et par les gens que tu recrutes, en particulier par tes premiers employés. Hmm. Ouais. Et tu as parlé d'inspiration tout à l'heure. J'ai retenu No Rules Rule Ouais, de Reed Hastings. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration à partager sur le ouais, j'ai sujet? bien aimé le bouquin qui s'appelle Nine Lies About Work. C'est 9 mensonges sur le travail et qui déconstruit 9 principes qui sont communément admis dans les grandes boîtes et qui propose une contre-vérité qui est plus en accord avec la réalité de ce que les talents ils veulent et, euh, et qui a fait beaucoup de sens aussi dans comment on a construit notre culture, les choix qu'on a fait au niveau liberté. Merci pour la reco. Je ne connaissais pas ce livre. Je prends. Et bien sûr, je vais tout mettre dans les notes de l'épisode. Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Qui est-ce dans tes contacts que tu recommanderais d'inviter ici? Sans aucun doute, Benoît Dubo, parce que on est vraiment très alignés sur nos valeurs et sur les boîtes qu'on veut construire, avec ce principe de construire des boîtes dans lesquelles on aimerait taffer. Mais eux, ils sont full remote et donc ils ont des problématiques différentes et ils ont une manière différente de le faire. Et je trouve ça assez intéressant de confronter les deux visions. Il y a Benoît le même Dubos, objectif, mais pas la même ouais, manière. c'est chez Scalesia, hein, c'est ça? Ouais, c'est Sa ça, boîte. de ce qu'il est. Ok. Ok, bah super. Merci beaucoup pour la passe décisive. Je vais aller regarder de plus près et le contacter. Avec Merci plaisir. Trop infiniment cool pour pour le l'invitation. partage, hein, toi non? Avec plaisir, c'est super cool de parler de ces sujets. C'est pas les sujets que nous on aborde le plus. On m'invite souvent pour parler de prospection, de marketing. Et en fait, nous, dans le quotidien, ce sujet de la culture, c'est plutôt 80% de nos quotidiens et 20% c'est le reste. Et donc j'aime bien en parler. Je trouve ça important, voilà, d'être. Nous, on est vraiment dans la phase d'exploration. On n'a pas prétention d'avoir tout réussi ou d'apprendre des trucs aux autres. On est dans cette phase d'itération et du coup, c'est cool de partager le retour d'expérience de ce qu'on apprend sur ce qu'on teste. Bah, je suis sûr que grâce à toi, ça inspirera d'autres à explorer. Enfin, je pense qu'on a besoin de témoignages comme le tien. Donc, encore une fois, et aussi au nom de tous les auditeurs, merci pour ton courage et ton honnêteté dans le partage, toi non? Avec plaisir, ça sera trop cool. Hein. S'il y a des gens qui explorent et qui ont des trucs à me partager après, je suis toujours ouvert à challenger la vision. La bouteille à la mer est lancée. Merci, Voilà. mec. Merci beaucoup. Ok, pour récapituler à chaud, la culture chez Wallaxy a été définie a posteriori, à partir de la réalité vécue par les fondateurs et les premiers salariés, et elle est basée sur deux piliers, le bien-être et la performance, qui sont eux-mêmes déclinés en 6 valeurs: bienveillance, liberté, honnêteté, ownership, insolence et exécution. Sa raison d'être, c'est la conviction que la performance d'un talent est corrélée à son niveau de bien-être. On parle de confort matériel et aussi de confort psychologique. Concrètement, elle se traduit par la mise en place de mesures pour augmenter la qualité de vie au travail, qui évolue avec le temps. On parle de congés illimités dans cet épisode, mais aussi plus brièvement d'autres mesures comme la salle de sport, le coaching sportif, le coaching en leadership pour les managers, le paiement d'applications de méditation pour ceux qui en ont besoin. Bref, on est dans la politique du pas d'excuses et son bénéfice, c'est un niveau d'engagement plus élevé pour les salariés et une résilience décuplée, surtout en temps de crise. La condition pour que tout ça fonctionne, c'est pas juste de faire des beaux slides. La culture, c'est quelque chose qui se vit et qui doit être inspiré tous les jours, avant tout par les fondateurs.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait toujours plaisir aussi. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous que ça pourrait aider. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.